Bonjour à toutes et tous, c'est parti pour la correction de cette ECN Commando 2022 en cardiologie. Je laisserai quelques secondes l'énoncé, ce qui vous permettra de mettre sur pause avant de faire la correction. Question 1, je vous laisse lire l'énoncé avant que je zoome sur les électros. Réponse. Alors, bloc de branche gauche, non, clairement. Pour avoir un bloc de branche gauche, il faut avoir des QRS élargis. Et là, on a beau regarder un petit peu partout, les QRS sont fins. Donc ce n'est pas possible. Deuxième possibilité, extrasystole ventriculaire. Là encore, il n'y a pas d'argument pour cela. Une extrasystole ventriculaire, par définition, elle a un aspect très différent des QRS normaux en rythme sinusal. Or, de ce que l'on peut voir sur le tracé ici, eh bien, tous les QRS ont exactement le même aspect, donc aucun en faveur d'une extrasystole ventriculaire. Troisième proposition, celle d'un rythme sinusal. Alors là, oui, on a bien une oreillette visible devant chaque QRS, avec une oreillette devant chaque QRS, oreillette, QRS, oreillette, QRS, avec une relation de 1 pour 1 entre les deux. Il n'y a pas d'oreillette toute seule sans QRS derrière, il n'y a pas de QRS avec une onde P juste avant. Et de plus, on a bien une onde P qui est d'allure sinusale, avec une onde P qui est positive en D2, D3, AVF dans les dérivations inférieures, ce qui est logique puisque l'oreillette est censée se dépolariser du haut vers le bas quand la dépolarisation provient du nœud sinusal qui est, je le rappelle, dans l'oreillette droite. Donc là, un rythme sinusal, pas de problème. Proposition D, sus-décalage du segment ST en antérieur. Alors je rappelle que le territoire antérieur, c'est ici que ça se passe, et globalement, il n'y a pas là de sus-décalage du segment ST. En revanche, il y en a un dans le territoire inférieur, donc D2, D3, AVF, avec ce segment ST sus-décalé. On va zoomer ici, par rapport à la ligne de base qui est là, et bien votre segment ST, il est effectivement ascensionné, puisque on l'a ici, au lieu de revenir là. Et ça c'est vrai en D2, c'est vrai en D3, et c'est vrai en AVF, donc dans tout le territoire inférieur. Donc cette proposition D était fausse, ce n'est pas un sus-décalage du segment ST en antérieur, mais en inférieur. Et la E, syndrome coronarien aigu ST- en latéral. Alors c'est vrai qu'en latéral, notamment ici si on zoome en AVL, eh bien on a un sous-décalage du segment ST, mais ce sous-décalage du segment ST, ce n'est pas un syndrome coronarien aigu, ceci c'est finalement le miroir du sus-décalage du segment ST qui existe dans les dérivations inférieures. Question 2. Le même patient qui habite à 15 km d'un centre de cardiologie interventionnelle, et on va parler de la prise en charge de ce syndrome coronarien aigu avec sus-décalage du segment ST. Correction. Alors ce qui est indiqué, c'est les antalgiques, et notamment les morphiniques, que l'on titre pour être efficace sur la douleur tout simplement. Une double anti-agrégation plaquettaire par aspirine plus un des autres traitements disponibles, et l'anticoagulant en association à la double anti-agrégation plaquettaire. Les fibrinolytiques, enfin, n'ont pas d'indication ici, puisque notre patient habite proche d'un centre de cardiologie interventionnelle, et qu'on va préférer nettement faire l'angioplastie directement. Notez que la situation aurait été très différente si jamais il habitait très loin, à plus de 120 minutes d'un centre de cardiologie interventionnelle. À ce moment-là, l'indication de fibrinolyse aurait été valide. Question 3. Correction. Alors, un premier épisode de FA ne s'anticoagule pas. Alors déjà, le premier réflexe à avoir, c'est que l'anticoagulation dans la fibrillation atriale n'est pas fonction de la fréquence des épisodes ou de leur durée. C'est pas ça, c'est en fonction du risque thromboembolique individuel. Donc déjà, ça doit faire tiquer comme quoi la réponse est fausse. Ensuite, dans le cas du premier épisode, c'est encore, enfin, il y a quand même peut-être une petite subtilité, c'est que on va potentiellement être quand même plutôt en faveur d'une stratégie de contrôle du rythme et essayer de faire revenir en rythme sinusal par rapport à une FA qui serait connue de longue date chez un patient qui serait potentiellement avec une FA bien, on va dire, bien incrustée et susceptible d'être belle à la stratégie de contrôle du rythme. C'est assez rare qu'on découvre une FA et que finalement, lors de la première fois qu'on l'enregistre, on se dit, bon,
on laisse tomber, c'est une FA permanente et on n'essaye pas de la réduire. Donc dès lors qu'il va y avoir une stratégie souvent de contrôle du rythme par ce premier accès de FA, c'est assez logique finalement de l'anticoaguler, même si encore une fois, il faut quand même avoir en tête que ce qui détermine si on anticoagule ou pas un patient avec fibrillation atriale, c'est avant tout son risque thromboembolique et non pas la durée et la fréquence des épisodes. Deuxièmement, une FA paroxystique nécessite un traitement antiarythmique. Alors, c'est pas vrai du tout, hein, il y a beaucoup de patients qui font de la fibrillation atriale paroxystique et qui n'ont pas de traitement antiarythmique. Je rappelle que les traitements antiarythmiques, c'est des médicaments qui sont antiarythmiques mais aussi pro-arythmogènes, donc qui ont des effets indésirables graves. Donc quelqu'un qui ferait de la FA paroxystique pas symptomatique, il n'y aurait pas vraiment de raison de lui laisser un traitement antiarythmique potentiellement dangereux au long cours s'il n'est pas symptomatique de sa fibrillation atriale. Proposition C, une FA paroxystique est par définition symptomatique. Pas du tout, je viens de le dire à l'instant, on peut avoir une FA paroxystique parfaitement asymptomatique. Et puis les symptômes, quand ils existent, ça peut être très variable aussi d'un patient à l'autre. Donc cette réponse C est fausse. Réponse D, une FA est dite persistante si la réduction intervient au décours d'une cardioversion électrique programmée. Alors oui, puisque finalement une FA persistante, c'est dès lors qu'on assiste à un retour en rythme sinusal après plus de 7 jours d'arythmie, que ce soit secondaire à une cardioversion ou non. Et dans le cas d'une cardioversion électrique programmée, clairement, ça prend toujours plus de 7 jours. Donc oui, quelqu'un qui aurait un choc électrique programmé, c'est clairement de la FA persistante, il n'y a pas de problème là-dessus. Et enfin la E, on qualifie de FA permanente une FA qui récidive après une procédure d'ablation. Pas du tout, vous pouvez avoir des patients qui vont avoir une procédure d'ablation, donc c'est une FA paroxystique ou persistante. Et cette FA persistante va pouvoir récidiver après ablation. Il va pouvoir y avoir plusieurs procédures d'ablation sans qu'on dise pour autant que la FA est permanente et donc qu'on abandonne l'espoir de revenir en rythme sinusal. Donc cette réponse E, elle est également fausse. Question 4. Je vais zoomer un peu. Correction. Alors, BAV du premier degré, s'il y a un BAV du premier degré, ça veut dire que le PR doit être déjà constant, ce qui est le cas, mais qu'il doit aussi être supérieur à 200 millisecondes. Or, si on zoome, par exemple ici, le début de l'onde P coïncide avec ce grand carreau là, avec ce grand trait ici. Donc dès lors que le début de l'onde P coïncide avec le grand carreau, eh bien si le QRS démarre avant le grand carreau suivant, eh bien ça veut dire que le PR fait moins de 200 millisecondes, ce qui ici est le cas puisque l'onde P démarre là. Notre 200 millisecondes tombe ici, le QRS démarre avant. Donc là, on a un espace PR qui fait plutôt quelque chose comme 160 millisecondes. Donc, pas de BAV du premier degré. Deuxième proposition, celle d'un flotteur atrial. Alors, non, effectivement, ce que je vous ai entouré ici, c'est les ondes P. Ondes P sinusales, hein, comme tout à l'heure, puisqu'elles sont positives dans les dérivations inférieures, donc en D2, D3, AVF, on a bien un rapport de 1 pour 1 entre chaque onde P et chaque QRS, ondes P qui sont d'ailleurs régulières entre elles, donc absolument aucun problème là-dessus, rien pour penser à un flotteur atrial. Troisième proposition, celle du bloc de branche gauche complet. Alors effectivement, on a des QRS qui font clairement plus de 120 millisecondes. Là encore, hein, si on se positionne sur ce QRS qui se termine sur un grand carreau, ce qui simplifie un petit peu la mesure, eh bien on voit que 1, 2, 3, 4, voilà, il démarrait à peu près ici. Donc là on a 4 carreaux et des QRS qui sont largement au-dessus de 120 millisecondes, avec un pattern qui fait très bloc de branche gauche, puisque on a ce RSR' en V5 et cet aspect QS dans les dérivations antérieures en V1, V2, assez caractéristique du bloc de branche gauche. Et puis pour ce qui est de la sémio-ECG un petit peu plus fine, la perte de la petite onde Q qu'on peut avoir parfois en latéral, cette onde Q d'activation septale, et puis aussi ce qu'on appelle la déflexion intrinsècoïde qui est supérieure à 60 millisecondes. Alors ça veut dire quoi? C'est le temps entre
le début du QRS et le pic ici du QRS, qui est donc ici largement supérieur à 60 millisecondes. Donc là, on a vraiment un aspect de bloc de branche gauche complet, pas de problème. Proposition D, une fréquence cardiaque entre 65 et 75 par minute. Alors oui, si on prend encore une fois, hop là, ici on a on va dire un pic de QRS qui est sur ce grand carreau. Mais là on a un grand carreau, deux grands carreaux, trois grands carreaux, quatre grands carreaux. On a à peu près 4 grands carreaux, ce qui veut dire que la fréquence cardiaque, elle est environ à 75 par minute, puisqu'on divise 300 par 4. Je rappelle que là, elle serait à 300 si on tombait ici, 150 là, 100 là, 75 ici. Donc on est un tout petit peu plus lent que 75. Donc avec la fourchette 65-75, clairement, on est à l'intérieur. D'autant plus que tout cela a l'air relativement régulier, donc on peut se permettre de regarder à n'importe quel endroit. Et enfin, proposition E, celle d'une séquelle d'infarctus en latéral. Alors, qui dit séquelle d'infarctus dit onde Q, et on a beau regarder ici en D1, en AVL ou dans ses dérivations latérales, il n'y a absolument rien pour nous faire penser à une séquelle d'infarctus. Question 5. Même patient, cette fois-ci vous avez les données échocardiographiques. Quelles étiologies sont compatibles avec cette échocardiographie? Correction. Alors le cœur pulmonaire chronique, ça colle pas du tout. Cœur pulmonaire chronique, c'est ce qu'on aurait en séquelle après une embolie pulmonaire au long cours, par exemple. Clairement, on aurait des anomalies du ventricule droit et il n'y aurait aucune raison pour que le ventricule gauche soit dans l'état qu'il est là. Donc ça ne colle pas. B, c'est l'os du tronc commun, ça c'est tout à fait possible. Je rappelle que la principale cause, notamment en France, d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée, c'est les cardiopathies ischémiques. Et donc, une sténose du tronc commun coronaire peut tout à fait donner un tableau comme cela de dysfonction ventriculaire gauche avec une FEVG à 30% et qui va pouvoir potentiellement récupérer après revascularisation. Donc la B est tout à fait possible. La C également, on peut avoir une cardiopathie dilatée, puisqu'on vous disait que le VG était dilaté, une cardiopathie dilatée hypokinétique liée à une intoxication alcoolique chronique. Donc ça c'est tout à fait possible, tout comme la E, où la cardiopathie dilatée peut également être idiopathique, c'est-à-dire qu'on n'a pas de cause réellement identifiée pour savoir son origine. La D en revanche, le rétrécissement aortique serré, n'était pas une réponse acceptable ici, dans la mesure où on vous disait qu'il n'y avait pas de valvulopathie. Question 6, toujours le même patient, et cette fois-ci on se pose la question de ce que doit comprendre sa prise en charge. Correction. Alors l'inhibiteur calcique bradycardisant dans les dysfonctions ventriculaires gauche systoliques, c'est une contre-indication. Donc ça, on règle ça tout de suite. Le régime hyposodé, là, c'est également, puisque 2 grammes par jour, c'est pas du tout recommandé. On est plutôt sur du 6 grammes, voire 5, si on est dans une période de décompensation qui est relativement récente, mais 2 grammes, non, c'est clairement délétère, il ne faut pas faire ça. La réadaptation cardiaque, elle, par contre, est importante, puisque ça va permettre beaucoup de choses. Ça va permettre notamment de suivre le patient de près, d'optimiser son traitement médical, de lui donner de l'éducation thérapeutique, de l'éducation donc sur la maladie, sur les traitements. Donc c'est quelque chose d'important, ça va lui permettre aussi de récupérer une bonne capacité à l'effort, donc l'adaptation cardiaque est clairement indiquée. Et enfin, la D et la E, donc l'IEC et le bêta-bloquant, sont tous les deux des traitements qui sont de première intention chez tous les patients qui ont une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection ventriculaire gauche altérée. Question 7. Correction. Alors, on est d'accord qu'on a un flotteur atrial. Si je zoome ici, on a les ondes F de flotteur qui ressemblent à ça. Donc le flotteur, c'est un trouble du rythme supraventriculaire qui potentiellement peut donner du thrombus dans les cavités cardiaques. Donc toute la question, ça va être effectivement de savoir qu'est-ce que l'on va mettre comme traitement anticoagulant. Là, l'information, c'est que c'est un patient qui a un nouvel accès de palpitation, c'est-à-dire qui est déjà connu pour faire visiblement des troubles du rythme supraventriculaire. Donc si jusqu'à présent il n'était pas anticoagulé, pour voir s'il faut l'anticoaguler, il faut calculer son score SHA2DS de VASC. Or, c'est un homme qui a 56 ans, qui n'a pas d'antécédents par ailleurs,
On vous dit rien de particulier, ce qui veut dire que son score de donc SHA2DS de VASC égale 0, et 0, ça veut donc dire qu'aucune de ces réponses n'est vraie, puisqu'on peut tout à fait ne pas anticoaguler ce patient, étant donné qu'il a un risque thromboembolique personnel qui est faible, donc lui faire courir le risque d'une complication hémorragique alors que son risque thrombotique est très faible, on considère que c'est licite de ne pas le traiter. Évidemment, la situation aurait été différente si le patient était un petit peu plus âgé, s'il était hypertendu, s'il était diabétique, a fortiori s'il avait déjà fait un AVC, mais ce n'était pas le cas ici. Question 8. Correction. Alors, par fuite mitrale organique, on comprend, est-ce que la valve est abîmée? C'est à différencier des fuites fonctionnelles où la valve n'est pas abîmée, mais c'est l'environnement qui est autour qui fait qu'elle ne fonctionne pas correctement. Par exemple, une situation de fuite fonctionnelle, c'est si jamais on a un ventricule gauche normal avec une valve normale, tout va fonctionner correctement, la valve ici est continente. Par contre, si on prend la même valve, mais qu'il existe une maladie du myocarde qui fait que le VG est dilaté, eh bien la même valve, elle va avoir du mal à coapter et on va avoir une fuite comme ça. Donc là, ce qu'on demandait, c'est des fuites mitrales organiques, c'est-à-dire avec quelque part une atteinte valvulaire. Et ça peut être quoi? Ça peut être soit effectivement une dégénérescence myxoïde avec ces remaniements valvulaires qui vont l'élonguer et la rendre fuyante. Ça va être le rhumatisme articulaire aigu, ses conséquences qui vont avoir tendance à donner une maladie mitrale où la valve va être sténosante et fuyante. Et enfin, les séquelles d'endocardite infectieuse, puisqu'il peut y avoir des dégâts sur la valve avec potentiellement alors, soit des perforations, soit vraiment des délabrements plus importants en rapport avec des abcès ou bref, des dégâts sur la valve, quoi. Donc ça, c'est des étiologies de fuite mitrale organique. En revanche, la dissection aortique, il n'y a pas de raison qu'une dissection aortique donne une fuite mitrale, puisqu'on n'est pas du tout dans la même zone et il n'y a pas de lien de cause à conséquence entre les deux. Et puis une fibrillation atriale permanente, alors non, alors souvent les patients qui ont une grosse fuite mitrale font de la fibrillation atriale, mais il n'y a pas, on ne peut pas dire que la fibrillation atriale soit une cause à l'inverse d'insuffisance mitrale sévère organique. Ça, c'est pas vrai. Question 9. Correction. Alors là, on a un souffle contemporain du pouls. Donc ça veut dire déjà qu'on peut dire qu'il est systolique. Mieux entendu, au deuxième espace intercostal bord droit du sternum. Donc là, on est sur le foyer aortique. Et parmi ces propositions, eh bien, la seule valvulopathie qui fait un souffle systolique max au foyer aortique, c'est le rétrécissement aortique. Question 10. Même patient toujours admis aux urgences pour syncope avec son rétrécissement aortique. Et voici le CG. Quelle est la cause probable de cette syncope dans ce contexte? Correction. ESV, non, pour la même raison que tout à l'heure, c'est que tous les QRS ont exactement le même aspect, donc non. Endocardite, embolie pulmonaire, non. Tachycardie jonctionnelle non plus, c'est pas du tout des... De toute façon, l'endocardite n'a pas de pattern électroparticulier, l'embolie pulmonaire, c'est pas du tout ce qu'on a là. Et la tachycardie jonctionnelle, là, on est sur un rythme lent, donc ça n'a strictement pas de sens. En revanche, ce qu'on voit sur l'électro, ce que je vous ai détaillé avec ces petits ronds bleus, c'est les motifs atriaux qu'on voit ici régulièrement. Et ce qu'on voit, c'est que il n'y a plus d'une oreillette pour un ventricule, ce qui, dans un contexte de syncope chez un patient qui a un rétrécissement aortique, est fortement évocateur d'une syncope sur trouble conductif de haut grade. Question 11. Correction. Alors,
On a donc 78 ans, dyspnée, très bien, on a une cardiopathie sous-jacente ischémique, SAT 91 R ambiant, une hypertension, tachycardie, décrépitants bilatéraux, B3 à l'auscultation, tout ça, ça fait très insuffisance cardiaque. Donc là, il y a vraiment tout pour partir sur un tableau d'insuffisance cardiaque. La question, c'est donc de savoir ce qu'il est nécessaire de mettre en place comme mesure dès les urgences dans le contexte d'une, on va dire, décompensation cardiaque. Alors, l'antibiothérapie est probabiliste, non, dans la mesure où de toute façon il n'y avait absolument rien pour partir sur la pneumopathie ou sur un trigger infectieux de cette décompensation cardiaque. Fibrinolyse, c'était pour potentiellement les gens qui se posaient la question, peut-être, je sais pas, pour une embolie pulmonaire, mais là, non seulement l'embolie pulmonaire, ça colle pas, ne serait-ce que sur les crépitants bilatéraux, et puis de toute façon, la fibrinolyse ne se ferait absolument pas avec 190 de systolique. Donc ça, c'est niette aussi, et puis reste l'AC, l'AD, les diurétiques IV et les dérivés nitrés, qui sont indiqués dans ce contexte d'admission aux urgences pour décompensation cardiaque. Question 12. Correction. Donc non, la fibrillation atriale paroxystique, on l'a déjà un petit peu dit tout à l'heure, elle ne doit pas systématiquement être traitée par anticoagulant, elle l'est le plus souvent, mais pas dans les situations où le score SHA2DS de VASC est à 0, donc en tout cas très bas. Donc non. Elle peut survenir sur cœur sain, oui, alors c'est clairement pas le plus fréquent, puisque la majeure partie du temps, la fibrillation atriale survient sur des lésions myocardiques, notamment atriales, une cardiopathie sous-jacente, mais on peut avoir aussi de la fibrillation atriale parfois sur cœur sain. C'est pas impossible. Elle peut être en rapport avec une hypothyroïdie, non, c'est plutôt l'hyperthyroïdie, c'est pour ça que la TSH fait partie du bilan systématique devant la découverte d'une fibrillation atriale, pour ne pas méconnaître une hyperthyroïdie. Et enfin, D et E, eh bien, insuffisance cardiaque et fibrillation atriale, ce sont deux entités qui se favorisent l'une l'autre, puisque la fibrillation atriale va créer une instabilité hémodynamique relative qui va favoriser l'insuffisance cardiaque, qui elle-même va, par différents mécanismes, favoriser les lésions tissulaires au niveau de l'oreillette et donc la fibrillation atriale. Et donc on a les deux qui vont tendre comme ça à s'auto-entretenir. Question 13. Correction. Donc le taux normal de dédimère, oui, il permet d'exclure une embolie pulmonaire chez les patients qui ont une faible probabilité clinique, et c'est d'ailleurs à ça que cela sert, c'est-à-dire que la valeur prédictive négative est suffisamment bonne dans les patients qui ont une probabilité clinique faible que le dosage des dédimères seul permet d'exclure l'embolie pulmonaire dans cette population. B. Le dosage des dédimères est recommandé chez les patients à forte probabilité clinique d'embolie pulmonaire. Non, parce que quand bien même il serait négatif, de toute façon, si la probabilité clinique elle est forte, l'examen qu'il faut faire, c'est pas les dédimères, c'est le scanner. Donc la B est fausse. C. La scintigraphie pulmonaire de ventilation-perfusion montre un mismatch avec perfusion normale et ventilation altérée. Évidemment, c'est l'inverse dans la mesure où c'est la perfusion qui est normale, puisqu'on est sur un mécanisme où il y a un thrombus dans l'artère pulmonaire. D. Un angioscanner normal en cas de choc ou d'hypotension doit faire poursuivre les investigations. Alors, dans un tableau comme ça, aussi bruyant que celui d'un choc ou d'une hypotension, clairement, s'il n'y a rien au scanner, c'est que c'est pas une embolie pulmonaire. Et d'ailleurs, mieux que le scan, il y a la E, c'est que en cas de choc ou d'hypotension, l'échocardiographie peut suffire si on a une forte suspicion que ce choc ou cette hypotension soit en rapport avec une embolie pulmonaire et qu'en écho on a un ventricule droit qui est très dilaté et très hypokinétique, eh bien c'est suffisant pour pouvoir porter le diagnostic et démarrer le traitement sans déplacer un patient qui est donc instable au scanner. Question 14. Correction. La question est donc de savoir quel traitement doit figurer dans l'ordonnance d'un patient qui a fait un syndrome coronarien aigu sans anomalie de la fonction systolique VG, donc avec une FEVG normale. Donc en post-infarctus, le bêta-bloquant est indiqué, les dérivés nitrés de courte durée d'action, je peux faire ça d'ailleurs, comme le Natispray, oui, à la demande en cas de douleur thoracique, et avec les consignes d'utilisation, donc sur le fait de s'asseoir avant de les utiliser, de mettre sous la langue, de fermer la bouche après,
et puis d'appeler le SAMU si jamais la douleur persiste malgré l'utilisation de dérivés nitrés notamment. Donc ça c'est important. Et puis il va également y avoir l'inhibiteur du récepteur P2Y12 qui est donc en association à l'aspirine dans le cadre de la double anti-agrégation plaquettaire. Et enfin la statine fait aussi partie forcément de l'ordonnance du patient en post-syndrome coronarien aigu. Question 15. Correction. Alors, la tachycardie sinusale, c'est une situation physiologique, donc pas question de l'anticoaguler. Les tachycardies jonctionnelles n'exposent pas à un risque de thrombus dans les cavités cardiaques, donc il n'est pas recommandé de démarrer un traitement anticoagulant. En revanche, fibrillation atriale et flotteur atrial, puisque cela conduit à une perte de l'activité mécanique des oreillettes, eh bien, il est indiqué chez les patients qui ont un haut risque thrombotique de les anticoaguler. Et on enchaîne avec cette question 16. Et après, promis, on va se calmer un petit peu avec la fibrillation atriale concernant l'indication d'anticoagulation au long cours. Correction. Donc la A, on l'a déjà dit, mais c'est absolument fondamental. C'est pas la fréquence ou la durée des accès qui fait l'anticoagulation, c'est la E. Réponse E, c'est fonction du risque thromboembolique individuel. On l'a déjà dit, en sachant que je voulais replacer quand même ici un concept important, c'est que ce score SHA2DS de VASC, non seulement il n'est valable qu'au long cours, mais il est surtout valable qu'en l'absence de valvulopathie significative sous-jacente. Si vous avez un patient avec un rétrécissement mitral significatif ou une valve mécanique, on ne calcule pas de score SHA2DS de VASC, c'est anticoagulation par AVK forcément. Et la C et la D, voilà, j'en ai parlé, donc c'est absolument pas vrai. Question 17. Donc prenez connaissance de l'intitulé, parce qu'après je vais zoomer sur l'électro. Correction. Alors le syndrome coronarien aigu, ce qu'il y a, c'est que absolument tous les aspects ECG sont possibles. Alors on décrit classiquement, effectivement, les syndromes coronariens aigus avec sus-décalage du segment ST, et c'est normal, puisque leur prise en charge elle est un petit peu particulière, elle revêt un certain degré d'urgence, mais il y a aussi les autres syndromes coronariens aigus sans sus-décalage du segment ST, et là pour le coup, tous les aspects électro sont possibles, allant même jusqu'à l'électro normal. Donc un électro sans anomalie ischémique majeure, eh bien ça peut quand même être dans le cadre d'un syndrome coronarien aigu. La dissection aortique n'a pas de pattern électro particulier, sauf dans une situation très particulière qu'on verra dans une question un petit peu plus tard. Pour la réponse C, l'embolie pulmonaire, l'électro est normal dans 30% des cas, donc les anomalies électro dans l'embolie pulmonaire sont pas constants, donc on peut pas se reposer que là-dessus. Et la douleur pariétale mécanique, oui, effectivement, c'est possible aussi. Donc devant un électro comme ça qui n'a pas de, on va dire, de choses très très significatives à montrer, eh bien chacune de ces étiologies sont encore dans la course chez ce patient. Question 18. Même patient, on part plutôt sur un syndrome coronarien aigu, sur les caractéristiques de la douleur qui est présente depuis 1 heure. Dans ce contexte, que pensez-vous de la troponine? Correction. Alors, la valeur limite, elle ne se modifie pas avec l'âge, c'est pas comme les dédimères où on dit que c'est 10 fois l'âge, la valeur limite. Là, non, c'est pas le cas. Dans tous les cas, il faudra recontrôler le dosage à H3 pour la proposition B. C'est faux, puisque si jamais c'est très positif, on a le diagnostic de syndrome coronarien aigu, donc ce ne sera pas nécessaire de recontrôler. En revanche, la C est vraie, puisque si c'est négatif, il faudra recontrôler, puisque la douleur est récente, elle date d'1 heure seulement, donc même une valeur même une valeur négative devra être contrôlée avec une troponine H3 selon les recommandations 2020 de la Société européenne de cardiologie. Réponse D, si c'est positif, cela confirme un SCA-ST+. Alors ça n'a absolument aucun sens parce que SCA-ST+, il faut encore qu'il y ait le ST+, sur l'électro, ce qui n'est pas le cas. Et enfin, la E, le dosage des troponines ne doit pas être fait devant un tableau de SCA sans sus-décalage segment ST. Non, c'est l'inverse, en fait, la troponine, elle est plutôt utile pour faire le diagnostic du syndrome coronarien aigu sans sus-décalage segment ST. Donc, réponse C qui est vraie ici. Question 19. Où est la péricardite?
Correction. Alors dans la péricardite, parmi les anomalies qu'on décrit fréquemment, il y a des choses comme le sus-décalage segment ST, mais qui est trop diffus pour être rapporté à un territoire coronaire, ou alors il y a aussi le sous-décalage segment PQ. Alors là, j'avais pas mis de contexte ici, mais le contexte est un peu aidé aussi, c'est qu'une douleur chez un jeune de 19 ans, ça va pas être la même chose que c'est chez un fumeur diabétique de 60, on est d'accord. Donc là, bon, il n'y avait pas de contexte ici. Clairement, l'électro qui colle, c'est celui-là, l'électro A, puisqu'on a effectivement ce sus-décalage segment ST qui est dans plusieurs dérivations et qui est dans trop de dérivations pour correspondre à un territoire coronaire, d'autant plus qu'il n'y a pas de miroir non plus associé. Donc c'était la réponse A. On va passer ensuite à la question 20. Correction. Alors une dissection aortique de type 1 de Becquet, donc on est sur la partie ascendante de l'aorte. Clairement, ça peut donner un accident vasculaire ischémique cérébral, puisqu'on peut avoir une dissection des vaisseaux à destinée encéphalique. On peut avoir un syndrome coronarien aigu. Si jamais on a une dissection rétrograde qui se fait jusqu'au coronaire, avec une dissection coronaire, eh bien, cette dissection coronaire va être responsable d'une altération, voire un arrêt de flux dans les coronaires, et donc va donner un syndrome coronarien aigu associé, avec toutes les difficultés diagnostiques et thérapeutiques que ça comporte, je ne rentre pas plus dans les détails, et puis une tamponnade également, puisque l'épanchement péricardique est fréquemment associé à la dissection aortique. L'embolie pulmonaire, il n'y a absolument aucun lien, et l'insuffisance mitrale aiguë non plus. Question 21. Correction. Ah, c'est une question de cours, hein. J'ai pas d'explication plus que ça, c'est un grand classique, hein. C'est critère de rétrécissement aortique serré. Voilà. J'ai pas grand chose à en dire, si ce n'est que c'est très bien codifié. Question 22. Correction. Alors, thyroïde et cœur, oui, il y a des interactions. Une dysthyroïdie, ça peut entraîner une insuffisance cardiaque, tout à fait. On peut avoir des cardiopathies dilatées en rapport avec des hypothyroïdies, ou au contraire des hyperthyroïdies qui vont décompenser, qui vont créer de l'insuffisance cardiaque, donc ça c'est tout à fait possible. L'hyperthyroïdie peut entraîner une fibrillation atriale, oui, on en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure, la TSH, ça fait partie du bilan que l'on fait devant une découverte de fibrillation atriale pour dépister et traiter cette hyperthyroïdie. L'hyperthyroïdie peut être la conséquence d'un traitement au long cours par amiodarone, tout à fait, l'amiodarone peut donner des dysthyroïdies et notamment des hyperthyroïdies. Donc d'où l'intérêt non seulement de dépister la TSH au début, mais aussi ça permet d'avoir une valeur de base de TSH pour notamment des patients qu'on va mettre sous amiodarone derrière. Une hyperthyroïdie peut aggraver les symptômes en cas de coronaropathie. C'est sûr, si vous avez une sténose coronaire et que le débit a du mal à être suffisant dans certaines situations, notamment à l'effort, si vous avez une hyperthyroïdie, votre consommation en oxygène va encore être augmentée par le fait que vous êtes avec une fréquence cardiaque plus élevée en permanence. Donc forcément, vous allez encore un peu aggraver la symptomatologie d'Angor. Et puis la l'hyperthyroïdie contre-indique la réalisation d'une cardioversion électrique. C'est vrai, une cardioversion se fait toujours en euthyroïdie, puisque le risque de faire un choc électrique, ou en tout cas une cardioversion en hyperthyroïdie, c'est de procéder à un phénomène de relargage d'hormones thyroïdiennes et d'aggraver encore la thyrotoxicose. Donc il faut d'abord remettre les patients en euthyroïdie, puis ensuite, c'est là qu'on peut essayer de réduire la fibrillation atriale. Question 23. Correction. Alors, dilatation de l'oreillette droite, je ne vais pas en parler beaucoup, c'est un distracteur, c'est un mauvais distracteur d'ailleurs, mais il n'y a pas grand chose à en dire. L'embolie pulmonaire, oui, bien sûr, puisque finalement, c'est un modèle expérimental d'insuffisance cardiaque droite aiguë, puisque vous allez occlure l'artère pulmonaire, qui est la suite de la voie d'éjection à droite. Donc dès lors que vous allez occlure une partie de l'arbre artériel pulmonaire, forcément vous allez
faire de l'insuffisance cardiaque droite, puisque le cœur droit il est censé fonctionner à basse pression, et d'un seul coup vous allez lui opposer une résistance importante en occluant une partie de l'arbre pulmonaire. Donc oui, l'embolie pulmonaire évidemment donne de l'insuffisance cardiaque droite aiguë. La tamponnade également, puisque dans la tamponnade, eh bien, le liquide péricardique va exercer une pression sur le ventricule droit, va le comprimer, et là encore, votre pauvre cœur droit qui est habitué à fonctionner à basse pression, eh bien, il va se retrouver complètement écrasé par la tamponnade, ce qui va causer des signes d'insuffisance cardiaque droite aiguë. Le syndrome coronarien aigu peut donner aussi des signes d'insuffisance cardiaque droite, mais c'est si il est dans le territoire inférieur, en rapport avec une occlusion de la coronaire droite, et l'hypertrophie ventriculaire droite, non, c'est clairement pas une situation aiguë de toute manière, donc non, ça n'a pas de sens ici. Question 24. Correction. Alors, si on décrit l'électro, on a une tachycardie régulière, AQRS fin, qui va aux alentours de environ 150 par minute, puisqu'on a deux grands carreaux entre là et là, donc on est à peu près à 150. Donc tachy régulière QRS fin, déjà ça élimine la tachycardie ventriculaire qui est une tachycardie à QRS large. Après, qu'est-ce qui nous reste? La fibrillation atriale, là c'est quand même très régulier. Maintenant, il faut se méfier, puisqu'une fibrillation atriale un peu rapide, eh bien à l'œil, elle peut parfois paraître relativement régulière. Non, là ce qui nous permet de savoir un petit peu ce qui se passe, c'est qu'on voit finalement l'oreillette qui est derrière le QRS, avec ce petit zigouigoui derrière là, et bien qu'on voit, alors, on la voit à peu près partout, hein, je l'ai entourée sur certaines dérivations, mais finalement on la voit un petit peu partout, on la voit ici aussi. Hop là, un petit, petite chose qui est là. Donc ça veut dire que dès lors qu'on a une onde P rétrograde sur une tachy régulière à QRS fin, c'est en faveur d'une tachycardie jonctionnelle. Question 25. Correction. Alors, FA, non, clairement pas. Par contre, s'il existe des troubles du rythme ventriculaire associés qui sont soutenus, ou s'il existe une persistance de la douleur malgré le traitement médical, ou s'il existe un choc cardiogénique, c'est des situations où, même s'il n'existe pas de sus-décalage du segment ST, eh bien, on va aller à la coronarographie tout de suite, comme dans un syndrome coronarien aigu, avec sus-décalage du segment ST. Donc le reste, la A et la E, ce sont des distracteurs. Question 26. Correction. Alors dans ce contexte, ça peut être soit une communication interventriculaire, qu'on va pouvoir entendre en rapport avec le gradient de pression d'un ventricule à l'autre, soit une insuffisance mitrale aiguë sur certaines localisations d'infarctus. Il est possible que l'infarctus touche également une partie du pilier mitral et qu'il finisse par se rompre, ce qui va donner ce souffle systolique brutal qui va survenir en post-infarctus. Donc communication interventriculaire, oui. Insuffisance mitrale aiguë, oui. Alors le trouble conductif de haut grade, hein, c'est aussi une complication de l'infarctus. Ça, il n'y a pas de problème, sauf que ça donnera pas vraiment de raison de donner un souffle systolique en dehors d'autres éléments dans la vignette. Insuffisance aortique aiguë, c'est pas à proprement parler une complication du syndrome coronarien aigu. Et l'AD, c'est aussi un distracteur qui est pas terrible en plus. J'aurais peut-être dû mettre autre chose. Question 27. Correction. Alors, dans le traitement de la péricardite aiguë non compliquée, c'est l'aspirine à posologie anti-inflammatoire. Donc attention, c'est pas la même posologie que dans les syndromes coronariens aigus, où on a des posologies beaucoup plus faibles, puisque la posologie anti-agrégante est beaucoup plus faible que la posologie anti-inflammatoire. Avec de la colchicine également. Les corticoïdes, on peut les utiliser dans les péricardites, mais c'est clairement pas en première intention. Hein. C'est chez des patients qui récidivent ou avec des contextes très particuliers, mais clairement, voilà, je pense qu'en deuxième cycle, il faut oublier. Et puis quelque chose qu'on oublie souvent, c'est la restriction de l'activité physique, puisque
quelqu'un qui continue de faire du sport avec une péricardite, vous allez continuer à vivre les choses et ça pourra jamais rentrer dans l'ordre. Donc globalement, on dit que l'activité physique, il faut suspendre euh, au minimum jusqu'à la disparition de la douleur et idéalement jusqu'à négation de la CRP, généralement environ 3 mois d'arrêt de sport. Et le régime hyposodé n'a strictement aucun intérêt, évidemment, dans ce contexte. Question 28. Correction. Alors, l'amiodarone ou la flécainide, les autres traitements, notamment, c'est un truc qu'on entend souvent, c'est de réduire avec des bêta-bloquants. Non. Des bêta-bloquants, ça ne réduit pas une fibrillation atriale, ça la ralentit, je veux bien, mais ça n'a pas la possibilité de réduire l'AFA. Donc non. Amiodarone, flécainide, oui, mais le reste, là, non. Question 29. Correction. Alors, on est clairement sur quelque chose de ventriculaire quand on voit. Là, on a des QRS qui sont probablement relativement normaux. Derrière, on a des QRS qui sont très élargis, très polymorphes. Et puis là, sur cette extrasystole ici, ça part sur quelque chose d'extrêmement irrégulier. Donc on a des QRS qui sont polymorphes. Oui, c'est un trouble du rythme ventriculaire, certainement. La voie accessoire, j'ai absolument rien pour l'affirmer ici. Tolérance clinique bonne, non. Dès lors que vous avez un truc là comme ça qui va à 300 par minute, la tolérance elle est pas bonne. La syncope, s'il n'est pas déjà survenu, là elle va pas tarder à arriver. Ce qui fait que ce qu'il va rapidement falloir faire derrière, probablement, une fois la perte de connaissance acquise, ce qui encore une fois ne devrait pas tarder, c'est de faire un choc électrique externe, tout simplement. Dernière question, question 30. Correction. Alors c'est pas un item qu'on voit beaucoup, notamment pour l'ECN. Avoir en tête tout de même que voilà, souffle innocent, souffle bénin, souffle fonctionnel, c'est le plus fréquent et ce n'est pas grave. Et il a quelques caractéristiques. Il est notamment jamais diastolique, il est souvent peu intense et il est souvent avec une irradiation faible, voire pas d'irradiation du tout. Et il varie avec le temps et la position, ce qui montre bien que si jamais il varie dans des circonstances comme ça, c'est qu'il n'est pas en rapport avec un obstacle ou ce genre de choses. Donc réponse A et D. Eh bien, voilà, c'est terminé. Je m'arrête là pour ces 30 questions de l'ECN Commando du 3 juin 2022. A plus.